Sur la norme ISO 9001, comme j'ai dit, il est associé à une autre norme support qui s'appelle l'ISO 9000. La ISO 9000, c'est une norme qui spécifie bien sûr le système de management de la qualité, mais elle spécifie les vocabulaires et les principes de management de la qualité. Pourquoi on a besoin des principes? Les principes, généralement, sont le fondement, c'est le fondement du système. Qu'est-ce que ça veut dire le fondement du système? On a besoin des principes pour harmoniser et créer une culture au sein d'une organisation pour qu'elle puisse accepter la mise en place du système et que cette organisation, cette culture-là, va permettre aussi le maintien et l'amélioration de ce système-là dans le futur. Ces principes sont de nombre de sept. Premier principe, c'est l'orientation client. Deuxième, c'est leadership. Le troisième, implication du personnel. Quatrième, approche processus. Cinquième, amélioration. Sixième, la prise de décision fondée sur des preuves. Et le septième, c'est le management des relations avec des parties intéressées. Pourquoi on a choisi ces principes-là? On va un petit peu résumer un par un. Et bien sûr, si vous avez des questions, on peut aller en détail de quelques explications. Pourquoi on a besoin d'orientation client? Parce que on parle ici de système de management de la qualité. C'est quoi la qualité? D'accord? La qualité, c'est la capacité d'un organisme à satisfaire ses clients et les parties intéressées pertinentes. Bien sûr, lorsqu'on dit la satisfaction, donc un organisme, pour se dire un organisme qui produit de la qualité, c'est un organisme qui arrive et qui réussit à satisfaire ses clients. Pour dire satisfaction client, ça veut dire satisfaire ses exigences. D'accord? Un organisme ne peut pas travailler sans son client. On ne peut pas travailler sans que son client soit satisfait. Avec tout, on peut dire la concurrence et le marché de l'offre et de la demande et la concurrence agressive et la compétition agressive des concurrents, on ne peut pas travailler sans donner importance à la satisfaction des clients. Et là, dans ce principe-là, la norme, il dit qu'un organisme qui soit orienté client doit arriver à comprendre les besoins présents et futurs des clients. C'est-à-dire comprendre le besoin présent et futur, c'est-à-dire écouter, communiquer avec votre client. D'accord? Soyez proche avec votre client, écoutez votre client et identifiez ses besoins et ses attentes. Maintenant, c'est quoi un besoin et c'est quoi une attente? Le besoin, c'est, par exemple, un client, il a besoin d'acheter un produit. Donc, le produit, c'est son besoin. Mais à côté de ça, il a besoin aussi, il a des attentes. Donc, je peux aller acheter, par exemple, un téléphone portable. Le téléphone portable, c'est mon besoin. Mais j'ai des attentes derrière ça. Lorsque je me présente au magasin de vente, je préfère avoir un magasin bien éclairé, les produits bien exposés, un commercial qui m'explique bien les données techniques, il me oriente. Par exemple, si j'ai besoin, moi je ne connais pas en smartphone, mais je cherche à travers mes attentes quelqu'un qui va m'orienter avec une explication simple, facile, d'accord, à comprendre mon besoin et à m'orienter vers le meilleur choix à faire. Bien sûr, mes attentes, c'est, par exemple, les promotions. Mes attentes, c'est peut-être aussi, je dois trouver mon besoin rapidement. D'accord? Mes attentes, c'est que je dois trouver, par exemple, une zone ou un magasin agréable. D'accord? Un service après-vente à disposition, une garantie, etc. Sachant que mon besoin initial, c'est juste un smartphone. OK? Maintenant, pour arriver à s'orienter le client, ce magasin-là, s'il est dans une démarche qualité, il doit comprendre ce que le client veut. D'accord? Bien sûr, cela peut se faire à travers des sondages, des enquêtes, une analyse de marché, une analyse des tendances du marché, des études de marché, et ainsi de suite. OK? Il doit aussi, on a dit, comprendre le besoin présent. Mais, vous voyez, tous les jours, on entend parler que telle ou telle marque de téléphone, elle est en train de sortir une nouvelle version des téléphones. Mais maintenant, comment ils peuvent identifier qu'est-ce qu'il doit porter, qu'est-ce qu'il doit avoir ce nouveau téléphone par rapport à la nouvelle tendance et les nouveaux besoins des clients? Dans ce cas-là aussi, ils doivent aller dans l'évaluation et dans la compréhension des besoins et attentes futurs de leurs clients ou les besoins et attentes futures de leurs clients. OK? Par exemple, moi, je suis déjà un client existant.
l'organisme va me contacter pour me dire qu'est-ce que vous pensez du produit de demain. Par exemple, si vous propose, par exemple, un téléphone, c'est pas qui maintient la batterie pendant 2 jours, 3 jours. Est-ce que cela vous intéresse? Je peux dire oui, et ainsi de suite. Donc là, avec toutes les options, tous les stockages, etc. Est-ce que vous aurez besoin des caméras plus performantes que 100 mégapixels ou 200 mégapixels? Est-ce que vous souhaitez avoir dans un téléphone un zoom, etc. Moi, je dis n'importe quoi. Après, c'est à moi, le client, de dire est-ce que ce besoin m'intéresse ou pas. OK? Ou, par exemple, moi, je ne m'intéresse pas à cette population. Moi, j'ai déjà 43 ans, 44 ans. La nouvelle marque ne va pas dire, elle va dire, moi, je vais faire l'enquête pour les jeunes de 20 ans, de 18 ans. Qu'est-ce qu'ils attendent de leur futur smartphone? OK? Et dans ce cas-là, on parle de deux choses. Avec l'ancien client, on parle des futurs, des besoins et attentes futures de ce client-là. Et avec la nouvelle génération, on parle des besoins et attentes des futurs clients. Et comme ça, on assure une continuité, une pérennité de notre activité, de notre service dans un marché concurrentiel. Bien sûr, vous savez que un organisme, lorsqu'il n'est pas, il ne suit pas la tendance du marché, il va sûrement disparaître du marché et il sera remplacé par d'autres qui s'adaptent et qui s'alignent avec le besoin de leurs clients futurs ou le besoin futur de leurs clients. Ça, c'est un résumé de l'orientation client et c'est ce qui demande la norme dans ce système de management de la qualité. Il faut que l'organisme soit orienté vers le client, d'accord, et qu'il doit travailler pour satisfaire son client. Leadership maintenant. Le leadership, on peut dire, c'est un style de management. À tous les niveaux, les dirigeants établissent la finalité et les orientations. C'est-à-dire, un dirigeant qui travaille avec principe leadership, c'est un dirigeant qui donne qui définit la finalité de son organisme. C'est quoi une finalité? C'est une vision, d'abord. C'est le rêve, c'est l'objectif. On peut dire c'est la perspective ou la projection future de son organisme. Moi, je veux que mon organisme soit le leader africain dans la formation et le consulting. D'accord? Les missions, il faut que le leader aussi définisse quels seront principalement les domaines d'activité stratégique, le produit ou le service qu'il va fournir dans le marché. C'est quoi la valeur ajoutée qu'il va fournir dans ce marché-là? Lorsqu'il va dire, moi, je suis une entreprise de production de quoi? De services, de produits, etc. Donc, quel est le service qu'il va proposer? Et là, c'est à lui de définir. Parce qu'on ne doit pas trouver un organisme qui ne sait pas quoi faire demain. Aujourd'hui, je fais la maintenance, c'est pas demain, je peux faire la vente des pièces de rechange. Mais on n'est jamais sur une activité stable et bien planifiée, bien déterminée. Et aussi, un leadership doit définir des valeurs communes qui va rassembler d'abord ses personnels, donc sa société, les personnes autour dans son société. Il faut qu'ils partagent des valeurs communes pour que le climat social soit favorable et qui favorise le travail en équipe et une amélioration. D'accord? Et deuxièmement, les valeurs, c'est ce qui vont conditionner les relations externes avec ses clients, avec ses fournisseurs, etc. C'est pour cela qu'on voit bien sûr les grands organismes, les grandes marques et les grandes brands sont en train de parler des valeurs, la proximité, le professionnalisme, le respect des engagements, l'intégrité, et ainsi de suite. Comme ça, pourquoi on dit ça et pourquoi on le partage avec notre environnement? Pour dire par exemple, on est une entreprise d'engagement. D'accord? C'est-à-dire, lorsqu'on s'engage avec toi sur un délai, on le respecte. Et dans ce cas, les clients, ce genre de valeur, ils l'intéressent, l'entourage. La même chose avec le personnel, parce que les valeurs, elles n'intéressent pas que les clients et les fournisseurs. Elles intéressent aussi les salariés. D'accord? On a besoin de leadership. Pourquoi? Parce que pour ramener la population et faire impliquer le personnel dans une démarche d'amélioration et de développement de l'organisme. Bien sûr, pour le faire, on dit établir une vision future claire de l'organisme, définir des objectifs et des cibles réalisables et développer une stratégie. D'accord? Créer et entretenir des valeurs communes et des modèles de comportement fondés sur l'équité et la transparence. Être proactif et dirigé par l'exemple. Attendez, les amis, confusé. Établir la confiance et éliminer les craintes entre les différents constituants et composantes de son organisme. Allouer des ressources et responsabiliser. Et bien sûr, encourager
encadrer, soutenir et reconnaître les contributions des individus. Implication maintenant du personnel. C'est quoi l'implication du personnel? Une implication, tout système, il ne peut pas travailler sans que le personnel qui travaille dans le système soit impliqué. Un personnel impliqué, c'est un personnel qui adhère au projet de l'organisme. C'est une personne qui respecte les consignes et les exigences internes. Une personne qui contribue à l'amélioration de ce système-là. Maintenant, pour impliquer une personne dans un système, il faut qu'il soit, on peut dire, euh, convaincu, qu'il soit sensibilisé aux orientations et aux objectifs de l'organisme. Donc, c'est pour cela, par exemple, il faut communiquer avec le personnel sur notre vision, nos objectifs, notre façon de faire. Et bien sûr, il faut former ces personnels, développer les compétences de ces personnels et leurs connaissances. Une personne qu'on veut qui s'implique dans le travail et qui fait un bon travail, il faut qu'il soit cohérente et adaptée et appropriée à ce travail-là. Lorsque je dis appropriée, c'est-à-dire en termes de capacité physique, capacité intellectuelle et psychologique. Donc c'est pour cela, pour impliquer une personne, il faut qu'on agisse sur sa motivation. Pour agir sur sa motivation, il faut que la personne soit convaincue et croit au projet de l'organisme. Et bien sûr, dans l'information, on verra par la suite sur quel axe on peut agir pour motiver les personnes. Bien sûr, il y a des motivations selon les 3 C, le cerveau, le corps et le cœur. Il y a des personnes qui peuvent être motivées parce qu'on a assuré un environnement favorable, social dans l'organisme. Et la personne, elle dit, je ne quitte pas cet organisme parce que l'environnement social, c'est un environnement que je ne peux pas trouver ailleurs. Donc, il adhère à cette entreprise, il participe, il s'implique à améliorer cet organisme. Il y a d'autres personnes qui s'impliquent parce que peut-être le salaire, les carrières, postes de responsabilité qui l'intéressent, qui le motivent. D'accord? Donc, elle reste avec cette entreprise-là en attendant un poste de responsabilité. Donc, ça, c'est une motivation, d'accord, qui touche le corps et la responsabilité et l'autorité et le- 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 l'autonomie de la personne. Par contre, aussi, il y a des personnes qui s'intéressent au cerveau. C'est quoi le cerveau? Ça veut dire qu'ils s'intéressent à l'apprentissage. Il y a des ingénieurs, par exemple, qui intègrent les entreprises, bien sûr, pour expérience. Parfois, il n'exige pas des bons salaires ou des gros salaires. Il dit, le salaire pour le moment ne m'intéresse pas, ne motive pas. Moi, je suis motivé à apprendre, d'accord, à développer mes connaissances, mes expériences dans le domaine. Donc, ce genre de personnes, il faut que l'entreprise identifie les sources de motivation de ses personnels et travaille pour satisfaire leur motivation afin de les faire impliquer dans le système de management. Passons maintenant au troisième principe qui est l'approche processus. Donc, un système de management, pour qu'il puisse fonctionner, il faut qu'il soit construit sur une approche processus. Donc, cette approche processus, il détermine que l'organisme doit identifier les différentes activités de l'organisme, du début à la fin. D'accord? Et ces activités-là, c'est un nombre de tâches, c'est un nombre de gestes qu'on doit faire pour transformer et utiliser des données d'entrée pour produire des résultats escomptés. Par exemple, je commence par la première étape. Par exemple, c'est une analyse stratégique de l'organisme. Ça, c'est au niveau de la direction. On va dire, je dois faire, par exemple, lancer une activité d'analyse stratégique. Qu'est-ce que j'aurais besoin comme élément d'entrée? Par exemple, les données du marché, les performances internes, les attentes des actionnaires, et ainsi de suite. Par la suite, je vais analyser, comprendre, lancer une démarche d'analyse de risque, faire un brainstorming sur les idées d'amélioration, des idées de développement, définir les leviers de développement, établir un business plan. D'accord? Tout ce qu'on a dit, ce sont des éléments de sortie. À la fin, on va sortir avec un business plan, une stratégie commerciale et peut-être, par exemple, des politiques sociales et autres. OK? Donc là, cette démarche-là qu'on a vue, c'est ce qu'on appelle la définition d'un processus. C'est un ensemble d'activités corrélées. Qu'est-ce que ça veut dire corrélées? C'est-à-dire qu'il y a une corrélation, une succession logique et standard entre les différentes activités. C'est-à-dire que je ne peux pas produire un business plan si je n'ai pas fait la compréhension du marché. Donc, c'est-à-dire la compréhension du marché, ou comprendre le marché, c'est une activité
qui doit précéder l'établissement du business plan. Donc ça, c'est une corrélation. On continue la définition, un processus, un ensemble d'activités corrélées qui interagissent. Donc là, la compréhension du marché, elle permet de dégénérer une interaction avec l'établissement du business plan. Donc ces deux activités, elles communiquent entre eux. Il y a une interaction, un canal de communication entre ces deux activités. Donc ces interactions-là, la norme il les appelle les éléments d'entrée et les éléments de sortie. Une interaction, par exemple l'activité de produire et d'établir le business plan, il a besoin des données du marché. Et bien sûr, des données analysées et données traitées. D'accord? Donc, les données traitées, ce sont des éléments de sortie de l'analyse du marché, mais ce sont des éléments d'entrée de l'établissement du business plan. Maintenant, le business plan, établissement du business plan, c'est une activité qui va utiliser les données du marché pour produire un business plan qui est le résultat attendu de ce processus. Donc, en résumé, un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées et qui interagissent, qui utilisent des éléments d'entrée ou des données d'entrée pour produire des résultats escomptés. Bien sûr, cette approche processus va, selon la norme, on va utiliser le principe ou la méthodologie SIPOC pour établir et désigner et déterminer nos activités, les séquences entre les activités et les relations qui relient ces activités. Maintenant, l'amélioration. Tout organisme et tout système, s'il reste stagné, il a tendance à reculer. Pourquoi? Même si lui, il ne recule pas, c'est d'autres systèmes de management et d'autres concurrents qui vont avancer et lui, il va se trouver en recul par rapport aux autres. D'accord? Ça ne veut pas dire que lui, il va reculer par rapport à sa situation, mais peut rester stagné, d'accord, la position staco, mais c'est les autres qui vont avancer. Donc, c'est-à-dire, si on ne s'améliore pas, si on n'avance pas, par défaut, on est en train de reculer. Donc, dans le principe de management de la qualité, c'est un principe qui oriente l'organisme à bien appréhender et mettre en place la démarche PDCA et la road dimming dans sa culture d'amélioration et de management. OK? Aujourd'hui, bien sûr, lorsqu'on dit amélioration, ça veut dire amélioration par rapport à une situation existante ou, par exemple, améliorer une situation insatisfaisante. C'est ce qu'on va voir dans le chapitre 10, d'accord? Un chapitre d'amélioration qui va nous parler comme quoi l'amélioration, c'est deux choses. Une amélioration parce qu'on a des situations non conformes qu'on doit les améliorer et en parallèle et en systématique, on va avancer. Ou bien sûr, on est bon, on a toutes les objectifs, on atteint tous les objectifs, nos clients sont satisfaits, et par contre, on a la possibilité d'avancer plus. Pourquoi pas? On va le faire. C'est comme un athlète, par exemple, qui détient le record mondial. Aujourd'hui, il est le premier, il a le record mondial, mais après, donc la compétition suivante, il cherche lui-même à casser son record et aller de l'avant. D'accord? Sixième principe, c'est la prise de décision fondée sur des preuves. Et là, c'est un changement d'orientation de principe parce que l'ancien principe, c'était la prise de décision ou des éléments factuels, des données factuelles pour la prise de décision. Aujourd'hui, on ne parle pas des données factuelles, mais on parle des preuves, c'est-à-dire une démonstration. On doit prouver que nous avons pris la bonne décision. Alors que avant, on devrait juste justifier avec quelles données nous avons pris une décision. Donc, il y a une différence. Aujourd'hui, on responsabilise dans la culture qualité que chaque décision qu'on doit prendre, elle doit être fondée sur des preuves. Elle doit être justifiée. D'accord? Si j'ai décidé de changer mon activité, c'est parce que j'ai des raisons, d'accord, concrètes et factuelles et prouvantes, d'accord, qui vont pousser, et pertinents, qui vont pousser à prendre des décisions. Bien sûr, on va voir dans le principe 6 là, le pyramide décisionnel. Comment, par exemple, on peut partir des données jusqu'à prendre les bonnes décisions en passant par le niveau information et niveau connaissance. Ça, vous allez voir que, par exemple, pour prendre une bonne décision, il faut être au courant et que vous avez suffisamment de connaissances sur le sujet afin de prendre une décision sur ce sujet-là. Par exemple, quelqu'un me dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? Si j'ai assez de connaissances sur ce sujet-là, je peux donner ma vision et je peux prendre une décision. Sinon, si j'ai pas assez de connaissances,
Bien sûr, j'ai pas assez d'informations ou j'ai pas des données. Donc, je peux dire désolé. Moi, je peux pas décider, je peux pas donner une avis par rapport à ça parce que j'ai pas assez d'informations et j'ai pas assez de connaissances sur ce sujet-là. Donc, les conditions pour prendre des bonnes décisions, c'est que la connaissance soit disponible, suffisante et satisfaisante. Et c'est ce qu'on va voir principalement dans le chapitre 7, parce que la norme ISO 9001, il vient d'apporter une nouvelle exigence concernant les connaissances organisationnelles afin d'obtenir une efficacité des processus de système de management de la qualité. Et le dernier principe, c'est le management des relations avec les parties intéressées. C'est-à-dire, il n'y a pas que le client qu'on doit satisfaire. Mais il y en a des parties intéressées, comme je dis, des individus ou des organismes qui peuvent nous influencer, qu'il faut aussi manager des relations. La norme ne demande pas de satisfaire ces parties intéressées, mais surtout manager les relations avec les parties intéressées. Par exemple, vous avez aujourd'hui un fournisseur qui est un petit fournisseur pour lequel vous imposez vos prix, vous imposez vos marges, vous ne payez pas à l'avance ou vous ne payez pas dans les délais. Ce fournisseur-là, aujourd'hui, c'est un fournisseur, on peut dire, marginal dans votre organisation. Demain, ce fournisseur-là, il a été racheté par un autre et par un grand groupe qui a du poids et du pouvoir dans le marché. Du coup, la relation que vous avez vue, que vous avez menée avec lui dans le passé, elle sera plus valable dans le futur parce que le fournisseur, il a changé de profil. D'accord? C'est ce qu'on a vécu ensemble, par exemple, dans la période de Covid-19. Avant la COVID-19, un fournisseur de gants, il peut me contacter plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine pour que je puisse le rencontrer et acheter chez lui quelques centaines de gants et de bavettes. D'accord? Il y en a plusieurs. Mais dans la période de Covid, c'était nous qui allions chercher ces fournisseurs. C'est-à-dire que si on ne maintenait pas une relation avant, une relation de partenariat, une relation correcte, une relation de respect, bien sûr, ce fournisseur-là, lors du besoin, il va nous ignorer. Il va refuser de travailler avec nous. Et du coup, nous, on ne va pas atteindre nos objectifs parce que on dépend de ce fournisseur-là qui a pris plus de pouvoir sur nous. Donc, c'est pour cela qu'on parle aujourd'hui de relations win-win, de relations de partenariat, de relations gagnant-gagnant. D'accord? Aujourd'hui, on ne considère pas les fournisseurs comme des esclaves, c'est lorsqu'on dit, ou des fournisseurs, des personnes qui fournissent le besoin et qui attendent de nous une facture ou un paiement. Au contraire, aujourd'hui, on doit considérer que ces fournisseurs-là, les fournisseurs-là sont nos partenaires dans le chemin de développement. Et un partenaire, bien sûr, c'est comme un ami, c'est comme un collègue et quelqu'un qui va vous accompagner dans votre chemin. C'est pour ça qu'on va voir par la suite dans la norme, le chapitre 4.2 de la norme, comment un organisme peut établir et déterminer qui sont d'abord ces parties intéressées avec lesquelles on va manager des relations. Sinon, je ne peux pas le faire avec tout le monde. D'accord? Je ne peux pas le faire avec tous mes voisins. Je ne peux pas le faire avec tous mes fournisseurs. Je ne peux pas le faire même avec tous mes clients. Je ne peux pas le faire avec mes salariés. Je ne peux pas le faire avec toutes les associations, les ONG de la région. D'accord? Mais par contre, il y a des parties intéressées qui sont plus pertinentes que d'autres, et c'est ça qu'on doit prioriser sur la base d'une analyse de pertinence et d'une analyse de besoins et attentes à satisfaire. C'est bon, les amis? Donc, j'ai vu quelques mains levées durant la présentation. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça?